Et bien ce soir, on est ravis d'accueillir, pas pour la première fois, mais déjà pour au moins la deuxième fois, pour une rencontre, François Garde, qui vient juste de sortir aujourd'hui son dernier livre, À perte de vue, la mer gelée. Bel ouvrage, mais sorti chez Paulsen. Chez nous, c'était Lénine à Chamonix, celui-là, donc qui était sorti, c'était quand il y a un an maintenant, hein, l'année dernière. Un recueil de nouvelles qui était un peu décalé pour cause de perturbations diverses. Voilà, et qui était un beau recueil de nouvelles très littéraire et sympa sur Chamonix quand même. Hein. Pas que. Oui, pas que, mais quand même, un très montagne, très sympa. Oui. Ouais. Finaliste du concours de la nouvelle. Mais comme il n'y a pas de médaille d'argent et de médaille de bronze, j'étais dans les 3 finalistes, mais donc j'ai rien du tout. Ah ouais. Mais enfin, tu as quand même déjà eu un concours. Oui, j'ai eu le concours du premier roman pour il y a quelques temps. Pour ce qui est le L'Homme du Sauvage Blanc. Voilà. Mais on va tout de suite se plonger dans ce livre qui, comme ça, nous inspire. On se dit encore une histoire de Paul. Parce qu'on en a beaucoup chez Paulsen, justement. Mais là, ça change vraiment parce que c'est pas du tout la même époque. On va parler de Pythéas. Et je vais tout de suite lire, comme ça vous allez tout de suite vous mettre dans l'ambiance, l'avant-propos. Vers 325 avant Jésus-Christ, Pythéas partit de Marseille pour une expédition en Atlantique Nord. Il y découvrit une île inconnue au-delà de la Grande-Bretagne et fut le premier à rapporter que la mer pouvait geler. À son retour, il consigna ses travaux scientifiques en astronomie, géographie et océanographie dans un traité de l'océan qui fut abondamment commenté et copié pendant toute l'Antiquité. Nous ne savons rien de Pythéas. Aucune page de son texte ne nous est parvenue, hormis quelques douteuses citations de seconde ou troisième main. La plupart des commentateurs et critiques grecs ou romains le traitaient d'affabulateur, voire de menteur. La mer gelée, quelle galéjade! Son nom tomba dans l'oubli. Lorsque Jean Cabot, William Barents, Vitus Bering ou Jacques Cartier gagnèrent les hautes latitudes, ils rencontrèrent les mêmes paysages. Tous les explorateurs polaires ont confirmé ces découvertes. Le temps de sa réhabilitation était arrivé. Au XIXe siècle, Marseille, alors au fait de sa puissance, le réinventa dans une vision romantique pour attester de son ancienneté et fonder ses ambitions. Et quelle idée alors ? Quelle idée ? Je me suis occupé d'affaires polaires dans ma vie professionnelle. J'ai déjà écrit sur les pôles. J'y suis allé, enfin, pas au pôle, mais dans les zones polaires. Ce sont des endroits qui m'attirent, m'intéressent, m'intriguent. Et donc, je me suis aussi intéressé à l'histoire de la conquête des zones polaires. Et tous les livres sérieux qui parlent des pôles commencent par Pythéas, en disant qu'ils ne savent pas trop quoi dire, puisqu'on n'a rien. Et ensuite, ils font un bond jusqu'au début du XVIe siècle. Donc il y a un trou de 19 siècles, absolument incroyable. Donc il n'a pas d'héritier, il n'a pas de descendant, puisque c'est juste un truc, un voyage qui n'a pas eu de postérité, et c'est tout à fait fascinant. Il se trouve que, de manière anecdotique, je suis né à Aix-en-Provence, j'ai grandi à Aix-en-Provence, donc un Marseillais, je vois à peu près ce que c'est, et j'étais intrigué par l'idée que, un peu comme moi, quoi, hein, il est né en Provence et il est allé dans les zones polaires. Et je butais sur cette difficulté, on ne sait rien de lui, on ne connaît pas sa date de naissance, on ne connaît pas sa date de mort, son histoire familiale, son milieu, rien de rien. Du coup, si j'étais un historien, j'aurais fait une demi-page. Et là, tout aurait été attesté. Mais du coup, un livre d'une demi-page, voilà. Du coup, comme je ne suis pas historien, même si je me suis évidemment documenté, je me suis dit, il y a les trous dans l'histoire, on va les combler. Et je vais raconter l'histoire de Pythéas avec le peu d'informations qu'on a, en essayant à chaque fois de construire le maximum de choses à partir du peu d'informations qu'on a, et quand on n'en a pas, on y va, quoi. On raconte. Donc c'est une biographie, au sens où je raconte la vie d'un homme, mais une biographie imaginaire, parce qu'il y a des tas de choses où l'imagination supplée les carences de la documentation. Et tout de suite, tu donnes le ton. Sors de l'ombre, le Massaliote, et raconte. Raconte à voix basse, je suis seul à tendre l'oreille.
Prends ton temps. Le silence aussi est beau. Il nous convient à tous deux et à ces espaces que le premier tu as vu. Dis-moi la vérité si tu y consens, ou des mensonges bien ficelés, bien retentissants si tu préfères. Ce sont les deux faces d'une même piécette avec laquelle je joue. Toi qui as connu la tentation de laisser une trace pour les générations et l'ivresse et la peur de l'écriture, cette volonté que ta voix porte plus loin, tu me comprends. Un texte, ce sont des paroles gelées qui ont perdu leurs ailes et ne bougeront plus. Pour l'éternité, l'épée d'Hector entre dans la gorge de Patrocle. Pour l'éternité, Ulysse crève l'œil unique de Polyphème. Rien de plus approprié que ces paroles figées, les tiennes ou les miennes, pour décrire la mer gelée. Tu n'as pas d'autre choix que de me faire confiance. Si ce livre est un navire, j'en suis l'armateur et toi le pilote. Toute dispute entre nous entraînerait le naufrage. Est-ce bien ta voix que je parviens à distinguer ou seulement l'écho des vagues? Je t'en prie, le Massaliote, réveille-toi, sors de ton mutisme séculaire. Je m'incline devant toi, je te supplie, je t'implore, je te dresserai une statue, je ferai brûler de l'encens à ses pieds et y égorgerai de ma main des offrandes. Ne détourne pas la tête, ne reste pas indifférent. J'ai besoin de toi pour raconter ton histoire et tu as besoin de moi pour renaître à la lumière. Je suis ton scribe et tu es mon otage. Nous naviguerons de conserve. Je parlerai un peu pendant notre voyage. À toi les efforts, les doutes, les angoisses, les victoires, les rencontres, la gloire, l'immortalité. À toi les découvertes, à toi les honneurs. Oui, c'est une introduction en quelque sorte. Et vous avez constaté, outre le style qui fait assez bizarre à 4 ans en voix haute, mais voilà, mais en fait, tu t'adresses à lui. L'exercice, voilà, vous avez constaté que je tutoie mon héros. Je pourrais dire il fait ceci, il fait cela. Et dès le début du projet, je me suis mis à le tutoyer et à lui parler. Et donc, ne me demandez pas par quelle construction théorique je suis arrivé à ce résultat, c'est venu comme ça. Et du coup, il me semble que ça présente un avantage, si je regarde le texte avec un peu de distance, c'est que justement, le fait de le tutoyer le ramène à la vie et abolit en quelque sorte la distance qu'il y a si je racontais la vie de quelqu'un il y a 25 siècles, il fait ceci, il fait cela, bon, mais si je dis tu fais ceci, tu fais cela, ça le rend beaucoup plus vivant. Je m'en suis aperçu après avoir terminé le manuscrit, bien entendu. On comprend comment fonctionnent les bouquins une fois qu'on les a terminés. Et donc pendant tout le livre, je le tutoie et je l'appelle le Massaliote, puisqu'il était de Massalia qui est le nom antique de Marseille, parce que le lien entre Pythias et sa ville est un des fondamentaux de sa vie et donc du récit. Et justement, ta ville n'est pas un centre au sommet d'une hiérarchie fragile, inconstante. Elle est bien plus subtile d'être un carrefour au-delà de la Saône, vers les mondes germaniques et scandinaves, au-delà du Maghreb vers l'Afrique, au-delà des échelles du Levant, par les routes de la soie vers les mystères de l'Inde et de la Chine. Lorsque 2 siècles avant que tu viennes au monde, Phocée fut conquise par Cyrus et passa sous la domination de l'Empire perse, de nombreux Phocéens choisirent l'exil dans leur colonie la plus brillante. Au moment de ta naissance, ta ville est l'une des plus importantes de la Méditerranée, un centre de culture grecque et de négoce. Elle a déjà 4 siècles d'existence et compte plus de 20 000 habitants. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte là aussi en écrivant. Marseille était à l'époque une sorte de cité-État, comme les villes hanséatiques ou les républiques maritimes ou Venise. Et jamais dans l'histoire, Marseille n'a été aussi importante. Mais en même temps, Marseille est une ville fort ancienne. C'est amusant, je ne sais pas si vous lisez l'Équipe, moi non, mais il y a eu une bagarre générale dans un match Marseille-Nice, et donc je regardais ça, et les supporters de Nice avaient déployé une banderole, dans leur tête c'était une insulte, Marseille, 2500 ans de pollution en Méditerranée. Alors, moi je trouve extraordinaire que les supporters niçois soient aussi cultivés. Et ils ne se rendaient pas compte, bon, pollution, on peut débattre, mais ils ne se rendaient pas compte que c'était un formidable hommage. Nice n'a pas cette ancienneté-là. Donc 25 siècles de pollution en Méditerranée, moi je dis 25 siècles de présence forte en Méditerranée. Et à l'époque de Pythéas, Marseille était donc une des plus grandes villes de Méditerranée occidentale,
En plus, elle était un peu la grande sœur d'une série d'autres villes de culture grecque, où on parlait grec, Nice, Nicaïa, la belle, Antipolis, la ville de l'autre côté, Antibes, Agathopolis, Agde, Aléria, etc., etc. Donc, la géopolitique de ce temps-là, Rome était en train de monter, mais n'était pas encore une grande puissance, et Marseille était une ville qui comptait dans les grandes puissances de Méditerranée, même si elle n'avait pas d'empire en profondeur. Et son adversaire, c'était Carthage, sur la rive sud de la Méditerranée, avec des comptoirs aux Baléares sur les deux côtes espagnoles, enfin espagnoles et portugaises, dirait-on aujourd'hui. Et l'un des moments clés de cette histoire, c'est un petit siècle avant Pythéas, il y a eu une grande bataille navale entre toutes les cités grecques de Provence, on va dire, pour donner les noms d'aujourd'hui, contre les Carthaginois, au large d'Aléria, donc en Corse, et ce sont les Grecs qui ont gagné. Et du coup, ils n'ont pas cherché de conquête territoriale, ça ne l'intéressait pas, mais ils ont obtenu de Carthage la liberté des mers. C'est-à-dire qu'on pouvait notamment passer les colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar, et sortir sur l'Atlantique sans avoir à être menacé ou à devoir payer un impôt à Carthage. Donc, du coup, lorsque Pythéas fait son expédition, lui, il vit depuis 50 ans dans la paix, mais il ne se rend pas compte que la guerre aurait été un obstacle. Et en fait, je fais quelques allers-retours avec d'autres expéditions polaires, donc évidemment du 19e pour l'essentiel, et on s'aperçoit que, 19e et 20e, que la guerre est un obstacle total aux expéditions polaires, et que donc Shackleton n'a continué que parce que Churchill l'a autorisé à le faire, Paul-Émile Victor s'est engagé dans l'armée, enfin tout s'arrête quand il y a des guerres. Donc pour qu'il y ait expédition polaire, il faut qu'il y ait la paix. Et la chance de Pythéas, c'est que la paix régnait depuis un demi-siècle, depuis plus d'un demi-siècle, lorsqu'il a eu ce goût de partir loin, très loin, très très loin. Et avant Pythéas, il y en a un autre qui a franchi justement les colonnes d'Hercule. Oui, avant Pythéas, il y a eu Eutymène, c'est 2 siècles avant, un siècle et demi avant. Eutymène, dont on ne connaît rien non plus, qui a juste laissé son nom. On sait qu'il a fait un grand voyage, qu'il est allé quand il a passé le détroit de Gibraltar, lui a tourné à gauche, il est descendu. Il a découvert un grand fleuve avec des palmiers, des crocodiles, des hippopotames. Et il s'est dit, c'est le Nil. Le Nil coule d'une part vers le nord et vers Alexandrie, pour prendre les noms d'aujourd'hui. Et puis il va y avoir quelque part en Haute-Égypte, un endroit où il fait un coude à 90 degrés, et il a aussi une bouche en Atlantique. Et Eutymène l'a dit, ça a été répété par tous les géographes de l'Antiquité, que le Nil avait deux sorties. Et c'est les géographes portugais, c'est les navigateurs portugais au XVe siècle, qui ont retrouvé le fleuve Sénégal, et qui ont fini par dire, mais non, c'est pas le Nil, c'est un autre système hydrographique. Et donc, ce qui est assez rigolo, c'est que Eutymène, qui s'est trompé, lui, on n'a pas mis sa parole en doute pendant 15 siècles, et Pythéas, qui lui a trouvé la banquise, personne ne l'a cru pendant la même période. Mais bon, c'est les clins d'œil de l'histoire. Ta première école, la maison paternelle. À ton époque, un fils de berger se faisait berger, un fils de pêcheur, pêcheur. Toi aussi, tu as repris la profession de ton père. Pour que tu sois explorateur, il fallait qu'il soit négociant. Ce métier recouvre bien des professions qu'aujourd'hui nous séparons. Armateur, capitaine au long cours, directeur d'une affaire d'import-export, grossiste, détaillant, assureur, banquier, actionnaire, administrateur de société. S'y ajoutent des charges municipales, juge de paix, contrôleur des poids et mesures ou officier de santé. Selon les années, la situation politique et celle de sa fortune, il joue au mécène et pour augmenter son prestige, offre à la ville la décoration d'un temple ou l'organisation d'une fête. Aussi loin qu'il t'en souvienne, des visiteurs viennent respectueusement s'entretenir avec lui. Certains l'embrassent ou lui donnent une virile accolade, d'autres portent leurs mains droites au-dessus de leur tête, d'autres encore joignent les mains sur leur poitrine et s'inclinent. À chacun, il rend le salut comme il lui a été donné. Leurs discussions sont trop complexes pour un enfant et la plupart ne parlent pas le grec. Des interprètes rendent intelligibles leurs borborigmes et grognements. Il y a des colères, des serrements de main, de longs calculs, des chuchotements, des rires sonores, des serments et le vin qui coule à flot. Tu as appris à reconnaître les différentes races barbares,
le Gaulois tatoué, bien bâti, aux longs cheveux châtains, le Levantin subtil, à la barbe peinte et parfumée, vêtu de soieries chatoyantes, le Breton, roux, rableux, taiseux, le Libyen, enveloppé d'étoffes qui ne laisse apparaître que ses yeux, toujours accompagné d'un esclave noir qui attend son maître à la porte. L'homme du Nord, de haute taille avec ses yeux bleus et ses étranges cheveux jaunes. Parfois, l'un d'eux sort de son sac quelque objet pittoresque qu'il t'offre pour amadouer ton père. Une rose des sables, une pierre au reflet vert, une dent torsadée, une breloque faite de coquillages, un fruit mystérieux qui t'invite à croquer. Bon, je pense qu'on peut aller. Donc, vous voyez comment ça fonctionne, je tutoie mon héros et je raconte sa vie, bien entendu. Comme je ne sais rien de sa formation, c'est quand même important de savoir, on n'arrive pas sur la banquise par hasard à cette époque-là. Donc il faut déduire du fait qu'il a fait ce voyage, tout ce qu'il a précédé. Et donc il fallait, pour qu'il fasse ce voyage, qu'il soit d'un certain milieu social, qu'il ait acquis certaines compétences, etc., etc. Et donc tout ça, plutôt que d'avoir cette approche analytique et intellectuelle, je vous raconte comme si j'y étais, sa formation dans la maison paternelle, et puis ensuite, enfin, je ne sais pas ce que tu vas lire après, mais donc voilà, ça vous donne une idée de comment ça fonctionne, et vous êtes prié de me faire confiance sur mes déductions et sur la manière dont je vous raconte l'histoire. Parce qu'effectivement, si vous me dites « mais comment vous savez qu'il y avait des Libyens avec des esclaves noirs ?» je suis obligé de vous répondre « je n'en ai pas la moindre idée ». Mais comme il était nécessairement d'une famille de négociants, les négociants, ils ne négocient pas dans le Vieux-Port. Il faut bien qu'ils aillent un peu de tous les côtés pour... voilà. Et donc... et ça circulait à l'époque. Et ça circulait à l'époque. Et Marseille était encore une fois un port important avec des échanges. Donc, dit comme ça, c'est très analytique. Si on le dit avec le ton du roman et en mettant en scène le petit enfant émerveillé de ce qui se passe dans la maison familiale, ça fonctionne, j'espère. Les leçons de géographie et la description du monde te passionnent, surtout lorsque ton père s'y invite. Avec eux, tu apprends la forme de la Grande Grèce, les îles du Décamnèse, les baies d'Asie mineure, le voyage de Timène. Quel bonheur de réciter la liste des ports pour chacune des sections de la Grande Mer. Un jour, te souvenant des porcelaines venues d'au-delà de la Colchide, tu demandes ce qu'il y a loin là-bas. Le rhéteur de Syracuse ne sait pas. Ton père révèle ce qu'il en a entendu dire. Après plusieurs mois à dos de chameau, à travers montagnes et déserts, on atteindrait un immense empire, mais on n'en sait rien des hommes qui y vivent, sinon qu'ils fabriquent ces coupes, les plus fines qu'on ait jamais vues. Si quelques voyageurs ont pris cette route, aucun n'en est jamais revenu. Les après-midi sont consacrés aux exercices du corps, la lutte où tu excelles, la course à pied que tu découvres, l'équitation où tu ne seras jamais à l'aise. Parfois, Anaximène emmène ses élèves déambuler dans la ville, à partir d'un détail d'un temple, d'une charrette en travers d'une rue, de la forme d'un nuage, d'un juron entendu. Il se lance dans de vastes explications sur les sujets les plus divers. Donc, notre héros est un peu plus grandet, et sa formation est confiée donc à un précepteur embauché par son père. Et le plus important dans ce passage, c'est le début. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit curieux. Parce que s'il n'est pas curieux, il continue les routes connues. Il faut qu'il soit curieux, et quelque chose qui m'a intéressé et qui revient un peu dans tout le livre, c'est la connaissance géographique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on partage ou pas ? Est-ce que les commerçants disent volontiers « voilà où j'ai trouvé des pots, des armes, du blé, du vin » ou bien est-ce que motus et bouche cousue ? Comme pour les champignons. C'est l'exemple que j'allais prendre. On ne révèle pas c'est quoi un champignon. Donc je pense qu'à cette époque-là, les commerçants ne disaient pas, ou disaient des bêtises. Donc on lui parle de femmes à trois têtes, d'arbres géants, etc., etc. Et lui a ce sentiment, à chaque fois qu'il s'adresse dans les différents ports, quand il est en Afrique du Nord, enfin quand il est en Égypte, pardon, il dit mais qu'est-ce qu'il y a là-bas au pays des hommes noirs ? On lui raconte n'importe quoi. Quand il est, on va dire, dans l'actuelle Turquie, il dit mais qu'est-ce qu'il y a là-bas ? On ne sait pas, on lui raconte des cracks. Mais par contre, il y a eu, quand il était tout gamin, il y a ces coupes venues de Chine, invention, mais enfin, les Chinois faisaient des porcelaines, ça c'est sûr, et que si vous mettez ça dans des caisses de sable, ça peut voyager pendant 3 ans sans se casser. Donc peut-être que des coupes chinoises ont pu arriver à Marseille,
Et donc l'enfant est fasciné parce qu'on a ces couples qui arrivent de quelque part, qui ont mis 2 ou 3 ans à traverser, à faire toute la route de la soie. Ça a été fabriqué par des hommes sur lesquels on ne sait rien, donc ça titille la curiosité. Et ça, il va le renverser, mais j'anticipe, puisque lui s'il a écrit un traité de l'océan, ça on est sûr, il a écrit un traité de l'océan. C'est que lui est plutôt dans l'idée que ça se partage, que c'est pas un trésor qu'on garde pour soi, mais qu'au contraire c'est dans l'échange et la confrontation qui est bénéficiaire pour tout le monde. Et donc, alors qu'il a été un peu frustré de toujours devoir arracher la connaissance partout où il passait, il va se donner aussi cette ambition de dire « je mets tout sur la table et du coup, je soumets les idées à un examen critique. Vous me dites qu'il y a des femmes à 3 têtes, mais il y a un autre voyageur qui me dit que c'est pas vrai. Qu'est-ce qui est vrai ? Eh ben non, les femmes à 3 têtes, ça n'existe pas. Donc je vais en réfléchissant, on est à l'époque de Platon, en réfléchissant de manière un peu dialectique, en confrontant 2 ou 3 témoignages, on finira par dire non, les femmes à 3 têtes, c'est une légende. Bon, c'est pas dans le livre, c'est un exemple que j'invente, mais vous voyez la méthode. Et donc ça, c'est très important pour Pythéas. Au début, personne ne veut donner d'informations géographiques et il faut aller les arracher par l'expérience personnelle. Et à la fin, il renverse ça et il dit, et il fait tout pour que la connaissance, le savoir, la science soit partagée par tous. C'est un moment important dans l'histoire intellectuelle de notre civilisation. Et il part quand même faire ses études, enfin tu l'envoies partir faire ses études à Athènes. Son père l'envoie faire ses études à Athènes, oui, puisque c'est évidemment le centre intellectuel brillant du monde grec. Parce que tu t'es renseigné, tu as vu que ça paraît aller de soi. C'est logique qu'un notable massaïote parte faire ses études. Oui, parce qu'il n'y a pas encore de système d'université, etc. Donc, ou bien on apprend en apprenti, c'est-à-dire en regardant son père ou son oncle faire un métier, mais si on veut aller un peu au-delà, et se frotter un peu la cervelle et puis se dégourdir, le père a les moyens, donc il envoie ses 2 fils à Athènes. Oui, ses 2 fils, parce que j'ai imaginé qu'il avait un frère aîné, parce que jamais on n'aurait envoyé l'héritier prendre autant de risques. Donc, s'il a pu partir aussi loin, c'est qu'il était le fils cadet. Oui, c'est un autre exemple de ma petite méthode de déduction. Voilà, mais comme on n'a pas d'arbre généalogique, personne ne peut me dire c'est vrai ou c'est faux. Mais moi, je déduis, je pose qu'il était le fils cadet. Donc, il rejoint son frère à Athènes et à l'époque, il y avait des profs qui étaient en libre accès, si je puis dire. Et ça, c'est quelque chose que j'avais lu, je ne sais plus quand, qui m'avait beaucoup amusé. On paye son prof à la leçon. Donc, il n'y a pas de cursus universitaire au sens où on l'entend. Donc, on dit, il y a machin, c'est pas mal, on y va, la leçon est bonne, on paye, et on revient, ou la leçon n'est pas bonne, on paye et on revient pas. Et donc, les profs devaient avoir, comment dirais-je, l'assentiment de leurs élèves. Et donc, il y a des profs à la mode, il y a des profs un peu ringards, etc. Et donc, lui, il va faire son marché comme ça. Il n'y a pas de programme, on ne va pas faire une licence de ceci ou un master de cela. On va à Athènes, on passe de 3 ans, on paye les profs qui vous plaisent bien, et puis on se fait son petit capital intellectuel. Mais ce capital intellectuel était important, puisque Pythéas a fait dans son traité, non seulement il a parlé de la mer gelée, mais il a aussi fait des calculs d'astronomie, alors notamment sur l'inclinaison de l'écliptique. Ne me demandez pas ce que c'est une histoire de position de la Terre par rapport au Soleil. Enfin, et il a fait des calculs qui ont été confirmés ensuite. Donc du coup, il avait un haut niveau intellectuel pour faire en maths, en physique, en astronomie, pour arriver à calculer des positions, enfin, etc. Et comment tu le sais ça alors, si on en repart on sait que parmi les rares commentaires qu'on a eus sur lui, certains géographes de l'Antiquité ont dit que ces calculs étaient bons. Donc, oui, d'accord. C'est comme ça qu'on le sait. Mais on n'a pas le détail. Si j'en avais le détail, je serais incapable de les comprendre en plus. Mais... Tout navire, par convention et indépendamment de la réalité, est considéré comme doté de 30 rames. L'armateur en conserve toujours la moitié et propose à des confrères de lui en acheter entre 3 et 6. Si le projet paraît extravagant, nul ne l'acceptera. Si la confiance est là, cette quote-part des bénéfices et des pertes trouve rapidement preneur, à la charge de revanche le plus souvent. Par ce partage des investissements, les armateurs massaliotes ont pris l'habitude d'apprivoiser le hasard. Ne sont admis dans cette bourse des aléas et des gains que les collègues qui arment au moins un bateau. Ton père n'a aucune difficulté à trouver de tels partenaires et refuse rarement lorsqu'il est sollicité.
Il n'est quasiment pas une nef massaliote sur laquelle il ne possède pas quelques rames, sauf celle de 2 aigrefins perdus de réputation. Avec ses capitaines expérimentés, ses 2 fils entreprenants, ses choix avisés, son réseau de correspondants et d'informateurs dans les ports les plus importants, sa carrière et son influence sont à leur apogée. Ton frère aîné qui se prépare à lui succéder et continue d'apprendre à ses côtés garantit la pérennité de la maison. Il occupe de plus en plus souvent des charges municipales, contrôleur des greniers publics, puis délégué aux travaux de l'aqueduc, puis juge adjoint et navigue d'autant moins. Et toi ? Tu passes plusieurs mois par an loin des tiens, ton savoir-faire est reconnu. Tu as parcouru la Méditerranée en tous sens, et maintenant tu t'aventures au-delà des colonnes d'Hercule. À ton premier voyage dans l'océan, tu t'étonnes de son odeur, forte, ample, salée, mêlant le varech et l'écume, si différente du parfum piquant de la mer à saveur de myrte et d'oursin. La lumière aussi te surprend, avec ses ciels infinis et changeants, cette douceur et cette violence retenue, ces couleurs qui se fondent l'une dans l'autre et se transforment et te leurrent et recommencent, bien loin de la netteté sèche à laquelle tu es habitué, et ces averses insolentes et brèves. Et puis tu découvres le phénomène des marées. Bien sûr, tu as entendu parler, ce n'est pas une surprise, mais dans ce port gaulois où tu débarques, tu constates avec une certaine incrédulité, voire un peu de défiance, ce mouvement des flots. Dans ces rivages, les marins, les pêcheurs, même les enfants y sont habitués. Le lien avec les phases de la Lune est une évidence inexpliquée. Les barques se couchent mollement dans la vase et reviendront à flot. Tu marches sur les strands, tes bottes s'enfoncent et tu cherches à comprendre pourquoi les vagues se sont ainsi retirées et pourquoi elles choisissent de revenir. Qui leur en donne l'ordre et la force ? Il y a là un mystère qui se renouvelle 2 fois par jour, une énigme irrésolue. Rien de ce que tu as appris à Athènes ne t'en fournit la clé. Et toute cette eau salée, qui s'en va, où va-t-elle ? Oui, le début de ce passage, c'est une sorte d'invention du capitalisme, hein, le partage des risques entre les armateurs. C'est vrai, ça ? Ah oui, bien entendu. Envoyer un bateau, il partait, on naviguait pas en hiver, donc il partait, on va dire, au mois d'avril, il revenait au mois d'octobre. Il naviguait toujours à vue de terre en Méditerranée, en principe. Mais il peut se passer plein de choses. Et donc, si le bateau disparaît, on perd sa mise. Si le bateau revient, bingo. Et donc, très naturellement, l'idée de mutualiser les risques est apparue et ça fonctionnait de la sorte. Comme la compagnie hollandaise des Indes orientales, c'était la célèbre VOC, c'était le même principe. Donc, mais la fin du passage est assez personnelle parce que moi j'ai grandi en Méditerranée, j'ai vu l'océan pour la première fois de ma vie pendant mon service militaire dans la marine à Brest, et je suis comme Pithéas, je savais que ça existait, mais quand la mer s'en va, ça me met mal à l'aise. Enfin, maintenant j'ai un peu plus l'habitude, mais ça continue d'être pour moi un truc pas tout à fait naturel. Alors on lit parfois que Pithéas a inventé la marée. Alors là, pour le coup, je n'ai pas retenu cette idée, parce que, évidemment, la marée était connue de tous les peuples qui habitaient au bord de l'océan. Voilà. Pithéas, c'est l'un de ceux qui l'a décrit, qui a réfléchi, et qui s'est posé quelques questions par rapport à ça. Mais il ne l'a pas inventé. La marée, tout le monde savait que ça existait. C'est le premier à avoir eu une approche scientifique, sans d'ailleurs expliquer, sans comprendre, sans arriver à comprendre ce qui se passait, parce que... où va l'eau qui s'en va pendant la marée ? Moi, je ne sais toujours pas. Je me pose la même question que Pithéas. Il y a beaucoup de similitudes des fois. Tu es marié, père de 2 filles, Oui, sans compter. Oui, ouais, c'est pour ça que je le dis. Bon, après, un manque d'imagination. Oui, mais là, tu as rajouté un garçon mort à 1 mois, mais bon. Ton père et toi préparez un voyage audacieux vers le nord de l'autre Bretagne pour acheter directement de l'étain sans passer par aucun intermédiaire en Gaule. Attends, je t'interromps juste une seconde pour dire l'autre Bretagne. Bien entendu, vous devinez laquelle c'est. Je me suis amusé et obligé à ne pas employer les noms d'aujourd'hui mais en même temps, il faut que ce soit compréhensible sans qu'on se pose. C'est la grande. Sans qu'on se prenne trop la tête. Donc il y a l'autre Bretagne, je vous laisse deviner. À côté de l'autre Bretagne, il y a l'île verte.
avec plein de moutons. Voilà. Et puis au nord de l'autre Bretagne, il y a les archipels du Septentrion. Voilà. Et par contre, quand on est en Asie mineure, etc., là j'ai laissé les noms de l'époque parce qu'ils sont très sonores. La Bactriane, la Gédrosie, tout ça, ça existe. Donc il y a une partie des noms qui sont inventés. Donc l'autre Bretagne, voilà, je vous laisse réfléchir. Le vin, le blé, les armes constitueront un fret qui devra facilement trouver preneur dans ces contrées. Mais il faudra du temps pour découvrir les tribus qui ont le monopole de commerce de ce métal, établir les contacts sur place, bâtir une relation de confiance et obtenir des prix raisonnables. Le voyage doit durer plus de 4 mois. Cette ambition nouvelle surprend et ne rassure pas. Comment les Gaulois accepteront-ils d'être évincés de ce négoce qu'ils maîtrisent entièrement jusqu'alors ? Et ces chefs de clan dont personne ne parle la langue, comment comprendront-ils ta proposition ? Ne seront-ils pas tentés de donner l'assaut et de s'emparer du navire après avoir tué tous les marins ? Sur les 14 rames proposées par ton père à ses collègues, seul ton beau-père et celui de ton frère en prennent 2 chacun sans aucun enthousiasme. Tu t'es pourtant minutieusement préparé, tu as réuni le meilleur équipage pour le meilleur navire, mais sortir des habitudes et des repères balisés inquiète toujours. Pour faire de l'acier, il faut du fer qu'on trouve assez facilement et il faut aussi de l'étain. Et l'étain, c'est beaucoup plus difficile à trouver et le monopole quasiment de l'étain dans le monde de l'époque, c'est l'autre Bretagne, et notamment le nord de l'autre Bretagne. Et donc les Bretons, ces Bretons-là avaient le monopole de quelque chose qui est l'équivalent, je sais pas, du pétrole ou de l'uranium aujourd'hui. Vous voyez. Et donc, ils négociaient avec les Gaulois Marseille allait acheter, enfin tout le monde allait acheter son étain aux Gaulois. Notamment, il y a un port qui est situé à 50 km de la mer, dans un grand fleuve, et la marée remonte sur 50 km, donc au sud de la Bretagne. Je vous laisse deviner quel est le grand fleuve, comment il s'appelle aujourd'hui. Et donc c'est là c'est à Nantes qu'on achète de l'étain. Et Pythéas va avoir cette idée simple, je vais court-circuiter les Gaulois et je vais aller acheter directement mon étain dans l'autre Bretagne. Mais évidemment, il y a un gros bénéfice potentiel et en même temps un grand risque parce qu'aller négocier avec des gens qu'on ne connaît pas, on ne parle pas la langue, voilà. Et donc, il va réussir cette négociation, aller trouver un roi barbare qui accepte de lui vendre de l'étain et ainsi gagner. Ça, c'est toi qui as inventé ça. Oui, bien sûr. C'est pour lui trouver un prétexte parce que voilà, il fallait pour qu'il aille en Islande, il fallait qu'il soit au moins à l'aise dans la navigation jusqu'à la Grande-Bretagne. Parce que s'il part de Marseille, il dit je vais tout droit, enfin c'est pas voilà. Donc il fallait étape par étape. Négociant, il va faire plusieurs voyages vers l'autre Bretagne et, avec ce roi barbare. Justement, là, je vais lire un petit passage. Parce qu'on va entendre le romancier qui fait des dialogues et tout, je trouve ça super. Je ne viens pas en ennemi, roi Bodolphe, mais en homme de paix. Ça, c'est il arrive dans la capitale et il finit par être, non sans mal, être reçu en audience par le roi. Il a un interprète qui lui permet de s'exprimer. Je ne viens pas en ami, l'amitié est une chose si fragile. La traduction suscite des commentaires à voix basse, dont tu ressens l'hostilité. Le roi pose une question à laquelle le matelot répond avec embarras, puis Casper, puis à nouveau le matelot. Alors Bodulf acquiesce d'un geste de la main et le ministre te fait signe de reprendre. Je viens en négociant, ma ville a faim de métal. Je souhaite que tu m'autorises à acheter les richesses de ton royaume, notamment le plomb, le cuivre, l'étain, le fer, et à vendre ce qui vient de mon pays, le vin, le blé, les armes. Tu goûteras ces 2 amphores que j'ai déposées dans ton antichambre avec une épée que tu apprécieras, en gage de ma bonne volonté. Si ces échanges te conviennent, j'ambitionne de revenir chaque année. Je souhaite, par notre transaction de ces prochains jours, jeter les bases d'échange entre nous, durables et profitables pour les 2 parties. Lorsque le traducteur, apeuré par l'enjeu, achève, les conseillers arborent un air dubitatif. Le ministre glisse avec un sourire menaçant. « Nous pourrions te tuer et nous emparer de ta cargaison. Vous pourriez en effet, mais vous vous enrichiriez une fois. Si vous choisissez la voie du commerce, vous vous enrichiriez tous les ans. Nous vendons depuis toujours aux négociants gaulois, pourquoi changer ? S'ils vous offrent un meilleur prix que moi, ne changez pas.
La réponse contient une pincée d'insolence dont tu te rends compte et que tu adoucis. Vous savourerez mon vin, vous verrez la qualité de mon blé, de mes armes. J'ai aussi quelques bijoux en or et en argent, et des drachmes d'or si vous préférez. Et quel que soit le produit que le roi désire, je m'engage à lui fournir à mon voyage d'été prochain. Et que dirait le roi aux marchands gaulois ? Le roi dira ce qu'il voudra, ou rien du tout. Est-il tenu de leur rendre des comptes ? On voit qu'il est à la fois bon négociant et en même temps fin dialecticien. Je ne me rendais pas compte que son passage à Athènes lui a appris à la dialectique et à négocier fort habilement sur tout ça. Et donc, le roi Béodulphe, nom que j'ai inventé, j'ai trouvé le nom le plus difficile à prononcer, le plus rugueux. Et donc le roi Béodulphe, finalement, ils vont effectivement commercer, et après avoir fait plusieurs voyages fructueux, le roi Béodulphe l'autorisera à aller dans l'extrême nord, donc les archipels du Septentrion, c'est-à-dire les Orcades, les Shetland, voilà. Et donc il fera même un tour complet de la Grande-Bretagne. Mais ça ne suffira pas à son appétit de découverte. Mais en tout cas, il maîtrisera bien la navigation, qui est un peu compliquée dans ces coins-là. Il y a la marée, il y a des courants, un temps parfois incertain, la pluie, du vent, enfin bref. L'Atlantique, c'est pas la Méditerranée. Donc il va, pendant 7 ou 8 ans, je ne sais plus, se familiariser avec ces conditions de mer. Et du coup, quand il est dans l'archipel du Septentrion, le plus au nord, il demande aux villageois, mais qu'est-ce qu'il y a plus loin ? Et on lui répond, soit on ne sait pas, soit il y a des monstres, enfin bon, des réponses qui ne le satisfont pas. Et donc, il va organiser son expédition pour aller voir au-delà de l'archipel du Septentrion, dans l'idée qu'il va trouver peut-être une terre avec des habitants et des échanges commerciaux possibles. C'est ça qui le motive, mais pas que. C'est aussi la recherche scientifique. Enfin, la recherche. Oui, l'aventure, enfin l'exploration polaire. Mais donc, tu le fais aller un peu plus loin, parce que moi je ne vais pas tout lire, il faut que vous le lisiez quand même. Et un peu plus loin, il découvre une terre avec beaucoup de noirceur, une terre inhabitée, une terre hostile. Il découvre Thulé. Et ça, il a ramené ce nom, qui est un nom très bizarre, parce que c'est pas du tout un nom grec. Enfin, dans mon oreille, il fait pas grec ce nom, donc je sais pas d'où il vient. Peut-être qu'un helléniste pourra me contredire, mais à l'oreille, il fait pas grec. Et on sait des gens qui ont raconté son récit que c'est à 6 jours de mer de l'Autre-Bretagne. Alors, l'Autre-Bretagne, il faut pas prendre, il est en partie de la côte sud, il est parti donc du nord, des îles du Nord. Et par ailleurs, il dit que c'est une île. Il n'a pas dit que c'est un archipel. L'archipel, il connaissait les Baléares, il connaissait les archipels de la Grèce, s'il y avait plein de petites îles, il aurait dit j'ai vu un archipel. Donc, il a dit j'ai vu une île. Donc les mots ont un sens. Et donc si c'est pas un archipel, vous éliminez les Féroé, et donc il reste 3 possibilités, le Groenland, l'Islande et la Norvège. Et comme on sait qu'après, il a encore navigué quelques jours et il a vu la banquise, ça exclut la Norvège parce que la banquise c'est au-delà du Cap Nord, donc ça aurait été un voyage, c'est certainement pas 6 jours, et en plus c'était pas une île, il avait longé la côte de la Norvège pendant 15 jours, et donc ça exclut la Norvège. Et quant au Groenland, la côte ouest du Groenland, elle est pleine de glaçons, enfin on passe juste très très difficilement 1 mois par an, et en plus c'est beaucoup plus loin. Donc en 6 jours, on n'y est pas, à la vitesse des navires de cette époque-là. Donc c'est l'Islande, et donc j'y suis allé à plusieurs reprises, j'aime beaucoup l'Islande, et donc j'imagine sa découverte de l'Islande. Au début il est tout content, il arrive, il y a des fumées, donc il dit c'est bon, il y a des habitants, mais évidemment non, c'est des fumées volcaniques, et il parcourt, et il trouve qu'il n'y a rien, quoi. Il y a rien de cher. Et comme il est bien instruit, il sait qu'une île volcanique, il n'y a pas de gisement d'aucun minerai. Dans les îles volcaniques, il y a du basalte et c'est tout. Et puis il fait froid, et puis il pleut, enfin il voit bien que c'est à peine propice à l'habitation humaine. Donc, grosse déception, au sens où il n'a pas trouvé
des partenaires commerciaux, etc. Mais en même temps, ça donne envie d'aller encore plus loin. Et donc, Et c'est là où il tombe sur la banquise. Et donc il finira par arriver à la banquise. Mais déjà, la traversée jusqu'en Islande, je rappelle qu'à l'époque, on naviguait à vue de terre. Donc passer 6 jours en mer, loin des côtes, c'était déjà gonflé. Et lorsqu'il va dire à ses marins, on continue encore plus loin, là, il y a, pas une mutinerie, mais enfin, tout le monde lui fait comprendre que ça commence à bien faire. Mais j'ai mis cette scène parce que c'est aussi pour rappeler que c'est pas évident l'exploration polaire. On prend un bateau, on y va et tout se passe bien. Non, c'est pas ça. Christophe Colomb, comme Magellan et Vasco de Gama, ont eu des mutineries. Ils ont dû pendre des officiers pour reprendre le pouvoir et conduire par la terreur, si je puis dire, enfin, en n'admettant aucun murmure, pour aller jusqu'au bout de leur projet. Donc lui aussi, j'ai imaginé, non pas une mutinerie, mais en tout cas, les marins lui font comprendre que le risque commence à être excessif. Et son second trouve l'argument qui est de lui dire, c'est bien joli d'aller tout là-bas, mais si on n'en revient pas, personne n'en saura rien. Et donc ça lui fait comprendre que c'est bien, l'intérêt, c'est pas d'y aller, c'est de revenir. Et donc lorsqu'il trouve la banquise, d'abord il ne peut plus passer, et puis il donne l'ordre qui lui fend le cœur, qui est de dire demi-tour. Mais tu t'es renseigné sur le climat à cette époque-là Oui, c'est une question que je me suis posée parce que voilà, et en fait c'est une époque où le climat est assez proche de celui d'aujourd'hui, semble-t-il. Ah, ouais. Donc du coup la banquise, je l'ai mise à peu près là où, enfin la banquise était à peu près là où elle est, on va dire il y a 30 ans pour pas prendre. On va parler de réchauffement climatique. Et donc, 6 jours de mer pour aller en Islande. Et donc, si on continue encore 3 ou 4 jours, surtout si on décale un peu le voyage vers l'automne, il va finir par trouver la banquise. Donc, du coup, je me suis arrangé pour qu'il y ait quelques incidents qui font qu'il ne part pas de Grande-Bretagne au mois de juin comme il l'avait prévu, mais il partira en septembre. Oui, sans quoi il aurait manqué la banquise. Sans quoi il aurait manqué la banquise. Et puis il y aura d'autres aventures. Et il y a d'autres aventures, d'autres rencontres avec des personnages célèbres historiques. On peut dire le nom, je crois qu'il est sur la 4e de couverture. Oui. D'abord, il y aura un deuxième voyage, dont la réalité est discutée par les historiens, mais moi j'ai dit qu'il y en avait un deuxième. Il a ramené une substance, on ne sait pas ce que c'est, mais d'après, c'est un voyage plutôt vers le nord de l'Europe, donc grosso modo la mer Baltique. Et il a ramené une substance, et moi j'ai décidé que c'était de l'ambre. Et donc il ramène... C'est logique. Oui, c'est logique. Parce qu'il y a un mot grec, mais dont personne ne connaît le sens. Donc j'ai pas mis le mot grec, j'ai mis de l'ambre. Et donc je raconte comment il ramasse de l'ambre, il achète de l'ambre aux populations barbares des côtes nord actuellement la Pologne, la Lituanie, par là-bas. Quoi. Et donc, Reykjavik, Riga... Oui, il a fait ça. Alexandrie, Athènes, et c'est pas fini puisqu'il est allé jusqu'à, alors je vais employer le nom d'aujourd'hui, il est allé jusqu'à Bagdad, c'est-à-dire Babylone, pour prendre le nom ancien, parce que l'information historique, c'est qu'il a participé à une ambassade de Marseille, de Massalia, je rappelle, grande puissance, une ambassade de Massalia auprès d'Alexandre le Grand. Donc, c'est vrai. Ça c'est vrai. On ne sait pas où, moi j'ai dit que c'était Babylone, parce que c'était sur la fin, Alexandre le Grand est mort à 33 ans, donc sa gloire, la fenêtre de tir pour qu'ils se rencontrent est assez étroite. Et j'ai pensé que c'était à Babylone, d'ailleurs grosso modo sur la dernière année, et surtout après qu'Alexandre est revenu de son expédition en Inde. Et on ne sait pas quel était le rôle de Pythias dans cette ambassade. On ne sait pas s'il était le chef, on ne sait pas s'il était là uniquement en tant que... faire valoir, on prend le plus grand intellectuel de la ville et puis il va voir. Bon, moi j'ai fait une hypothèse romanesque qui fait que, mais que personne ne peut dire c'est vrai, personne ne peut dire c'est faux, c'est très bien, qui fait que Pythias va avoir 2 voire 3 longues conversations avec Alexandre le Grand. Et donc c'est toujours intéressant d'imaginer les conversations entre un grand capitaine, si je puis dire, ou un grand politique, et un intellectuel. On sait que quand Goethe a rencontré Napoléon, il avait grosso modo rien à se dire, ça a été un bide. Où on sait que De Gaulle et Malraux, ça a plutôt bien fonctionné. Voltaire et Frédéric le Grand, ça n'a pas marché du tout. Descartes et la reine de Suède, ça n'a pas marché.
Et là, ben moi j'ai imaginé qu'il y avait quand même entre Alexandre le Grand et Pythéas, ils avaient des choses à se dire. Voilà. Ils avaient des choses à se dire. C'est des explorateurs aussi. Voilà. Pythéas, c'est à la voile, Alexandre le Grand, c'est à la tête de ses armées, mais c'est la même volonté d'aller au bout du monde. Quoi. Et évidemment, il y a un moment où on fait demi-tour, mais tous les deux ont affronté des terres ou des mers à peu près inconnues. Donc il y a quand même une espèce de similitude assez incroyable. Et donc je me dis que ces deux-là, ils ont dû se trouver, quoi. Mais j'en sais rien, mais vous êtes obligé de me faire confiance. Bon, on va pas tout dire non plus, Non, quand même. Bon, déjà, on en a eu pas mal, mais en tout cas, c'est un super... à la fois une biographie, mais imaginaire, donc, et romancée, et en même temps, ça renseigne vraiment sur une époque. Et alors, le mode de fonctionnement de l'époque, on a l'impression que rien n'a changé, parce que tu décris vraiment bien... le capitalisme ambiant. Le capitalisme, la place des femmes, qui doivent se battre pour arriver à être... voilà. Aussi, oui. Il y a des... L'éducation, enfin tout, quoi. On plonge dans une autre époque, quoi. Et c'est franchement chouette. Voilà, mais l'idée, c'est d'essayer de redonner un peu d'épaisseur à ce destin, parce que si on prend que ce qu'on a de manière certaine, c'est quand même extrêmement décharné. Donc moi j'ai remis de la chair autour du squelette, si vous me permettez cette vilaine métaphore, pour que ce soit... c'est une hypothèse sur la vie de Pythéas, mais les hypothèses sont quand même assez fondées, et notamment encore une fois, il y a plusieurs allers-retours avec des réflexions sur les autres expéditions. Je parlais de la mutinerie par exemple, voilà, c'est ça qui me permet d'alimenter et d'étayer, sans trop le dire, mais le dire au lecteur, je vous raconte pas que des cracks, quoi. Ça repose sur des choses qui se sont passées ailleurs, à d'autres époques, mais il n'y a pas de raison que ça ait fonctionné différemment pour Pythéas. Et je vais juste terminer en prononçant le mot de Thulé à nouveau, parce que c'est Thulé, qui est donc cette île mystérieuse, a eu quand même un destin dans la culture occidentale, je ne crois, personne ne sait où c'est, mais on trouve mention de Thulé, la frauduleuse, dans Agrippa d'Aubigné, dans les tragiques d'Agrippa d'Aubigné, donc on est au XVIe siècle français, après la Saint-Barthélemy. Et puis il y a une célèbre ballade de Goethe, Le Roi de Thulé. Si les amateurs d'opéra la connaissent, parce qu'il y a une version dans le Faust de Gounod, où il y a Marguerite chante Il était un roi de Thulé, texte mis en français par Nerval. Et puis Thulé, c'est aussi... le titre, donc, Le Roi de Thulé, c'est la ballade de Goethe. Thulé, c'est une base militaire américaine au Groenland. Les Américains l'ont baptisé Thulé. Les anthropologues ont trouvé à cet endroit-là des ossements, etc. Et donc, il y a une culture de Thulé qui est la culture des Inuits du Moyen-Âge, enfin, une culture qui n'existe plus, mais il y a des artefacts que les anthropologues identifient comme la culture de Thulé. Et puis il était un roi de Thulé, ça a donné à Jean Mallory le titre de son livre « Les derniers rois de Thulé » sur les Inuits confrontés à l'arrivée des Américains, etc. quoi. Et sur la base de Thulé, il y a eu par exemple un accident nucléaire avec un bombardier qui s'est écrasé avec une dispersion de matériaux nucléaires. Enfin bref, Thulé continue d'être vivant dans l'imaginaire, alors qu'on ne sait pas où c'est. Mais c'est lui vraiment qui a c'est lui qui a créé. Le mot existe depuis. Mais vous aurez remarqué qu'il n'est pas allé en Islande, il n'est pas allé au Groenland. La lecture actuelle, américaine, Mallory, tout ça, c'est le Groenland. Pour moi, il était en Islande. Et pour Goethe, c'était juste un imaginaire médiéval, romantique, etc. C'est très beau. J'ai envie de vous lire un peu de poésie, si je trouve. C'est Nerval qui met Goethe dans ces mots. Il était un roi de Thulé qui jusqu'à la tombe fidèle eut en souvenir de sa belle une coupe en or ciselé. Nul trésor n'avait tant de charme, dans les grands jours il s'en servait, et chaque fois qu'il y buvait, ses yeux se remplissaient de larmes. Quand il sentit venir la mort, étendit sur sa froide couche, pour la porter jusqu'à sa bouche, sa main fut un suprême effort, et puis en l'honneur de sa dame, il but une dernière fois, la coupe trembla dans ses doigts, et doucement il rendit l'âme. C'est pas très gai, mais c'est quand même très beau, hein. C'est du Nerval, c'est pas de moi. Mais voilà,
c'est une espèce de bâton de relais qu'on se passe comme ça. Agrippa d'Aubigné, Goethe, Nerval, Gounod, Jean Mallory, votre serviteur. Enfin, c'est chouette. Voilà. Donc, merci. J'imagine que la découverte du froid pour Pythéas, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'il avait vécu sur les bords de la Méditerranée. Alors, effectivement, on peut penser qu'ils n'étaient pas préparés à des froids qui sont... En même temps, c'est l'Atlantique Nord en été, donc il fait pas si froid que ça. Mais quand même, avec le vent et l'humidité, c'est assez pénible à supporter. En même temps, ces gens-là connaissaient les Alpes, les Balkans, les Pyrénées, les montagnes, donc ils devaient avoir ce qu'il faut pour se protéger du froid. Mais effectivement, les marins souffrent beaucoup du froid dans le livre, parce que effectivement, on a beau rajouter des mitaines, si on a l'habitude de vivre en Méditerranée. C'est un froid maritime. C'est un froid maritime, oui, c'est un froid humide, c'est un froid, il faut être bien équipé, et ils avaient peut-être ils n'avaient pas de vêtements techniques, quoi, hein, c'est donc de la laine et puis des peaux de bête, quoi. Oui, puis c'est une découverte aussi. Je pense que c'est une découverte que ce climat. Absolument, oui. Mais quand ils sont en Islande au mois d'août, bon, ça ressemble, ça reste acceptable, on va dire. Puis aussi, quelque chose qui les surprend beaucoup, c'est le jour très long. Ah oui. Le jour très long. Et la nuit, les aurores boréales. Enfin, il y a plein de trucs mystérieux qui les effraient. Parce que nous, c'est facile, on va dans une agence de voyage, on dit je veux un voyage en Islande avec des aurores boréales, on fait un chèque et puis on part. Enfin, jusqu'à il y a 2 ans, c'était comme ça. et là, vous arrivez, les aurores boréales, c'est quelque chose extrêmement inquiétant, parce ils n'ont pas évidemment les outils intellectuels pour dire c'est une agitation des particules dans la haute atmosphère, donc c'est très joli. Oui, puis peu de gens l'ont rapporté, donc personne. Donc, et là, pour le coup, moi j'ai mis une aurore boréale sur le trajet de Pythéas, ça c'est pas attesté. C'est pas attesté, mais ça faisait partie du package, donc il a eu droit à son aurore boréale. Ça permet de décrire une aurore boréale. Que tu connais bien. Je connais les aurores boréales et plutôt je suis plus familier des aurores australes que des aurores boréales. Mais voilà, c'est des paysages, quand on a vu une fois, ces grandes draperies vertes, c'est absolument exceptionnel, quoi. C'est très impressionnant. Et donc, Pythéas a vu aussi des aurores boréales. Enfin, Vous avez des questions? Sinon Ben, je voulais connaître la suite, mais la suite, après Alexandre le Grand, à la fin, il meurt. Mais, pardon, je réponds à madame, au-delà de ma réponse un peu discourtoise. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'il meurt plusieurs fois. Ah. Oui. Il y a sa mort physique, Ouais. et après, il y a la mort de son projet politique, c'est-à-dire Marseille, ville indépendante, puisque Marseille se fait bouffer par les Romains, je vous la fais courte. Et puis sa dernière mort, c'est lorsque le jour, quelque part au Moyen-Âge, où la dernière copie de son traité a disparu dans un incendie, etc. Donc ça fait plusieurs morts successives. On sait qu'il y a eu un traité, mais personne ne l'a On a le titre de l'océan, D'accord. et on n'a aucune phrase de ce texte. Ah ouais. Est-ce qu'il y a eu des commentaires de ce traité? Oui, bien sûr. Alors, c'est comme ça qu'on sait qu'il existe. Et c'est comme ça qu'on sait que dans ce traité, il y avait une description de la banquise. Mais alors, il raconte, c'est ni de la... Parce qu'il faut trouver les mots. Le mot banquise n'existe pas en grec de cette époque-là. Et donc, il dit, c'est pas de la terre, c'est pas de la mer, ça ressemble du poumon. Alors, ça a beaucoup intrigué, mais moi, je trouve que c'est très juste comme comparaison. Prenez du mou pour le chat, vous coupez en deux. Il y a des espèces de cellules, mais il n'y a pas vraiment de structure. Vous voyez, ça bouge dans tous les sens. Donc ça ressemble à du poumon. Et c'est pas de la terre, c'est pas de la mer. Voilà, donc on a un petit... je ne sais plus si c'est Polybe ou Strabon, que je cite, là pour le coup, la phrase du géographe grec, qui dit « Pythéas dit que ». Et on a cette description, et quand on... Voilà, évidemment, c'est la banquise. Madame, pardon. Oui, mais pas mal. À propos d'Alexandre, Oui. j'avais le souvenir qu'il n'était pas revenu d'Inde. Ah si, Il est allé jusqu'aux confins de... Il est allé jusqu'à l'Indus à peu près. Oui. Et ses troupes, là aussi, se sont rebellées, et il est revenu.
il les a ramenés. Mais je pensais que sur le retour, il s'était marié et avec Roxane. Oui. Et qu'il a été mort de maladie avant de revenir. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Avant de revenir où? De revenir où? Il n'est pas revenu en Grèce. Il est mort. Vous me faites hésiter, mais il est mort en Égypte, je crois, ou il est mort à Babylone, je ne sais plus. Enfin, il est mort. Il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Alors, il est mort soit en Perse, soit en Égypte. Oui, oui, en Perse. Mais voilà. Mais avant de mourir, il a eu le temps de voir Pythéas. Ça, c'est ce qu'on sait. Mais il n'est jamais revenu. C'est avéré. Ah oui. Oui. D'accord. Entre son retour d'Inde et sa mort, il y a 18 mois ou 2 ans quand même. Donc il administrait son empire depuis Babylone, depuis la Perse, et je ne sais plus où il est mort, ça ne me revient plus. Mais donc dans cet espace de 2 ans, il a eu le temps de recevoir cette ambassade de Massalia. C'est chronologiquement et géographiquement cohérent. Après, moi je dis que c'est Babylone, mais ça se trouve il n'était pas à Babylone, il était à Ecbatane ou à Persépolis ou que sais-je, mais peu importe. Enfin peu importe. On ne peut pas démontrer que c'est vrai, on ne peut pas démontrer que c'est faux. Donc, privilège du romancier. Et puis les remarques sur l'astronomie, l'astrologie, enfin l'astronomie plutôt. Il y avait Pythagore qui 200 ans plus tôt, je viens de terminer justement un livre sur Pythagore, sur sa vie, et il est quand même allé assez loin dans ses recherches mathématiques, donc que Pythéas exploite ses connaissances, ça ne me paraît pas du tout surprenant. Ça me paraît aller de soi. Il y avait quand même un certain nombre de calculs, un certain nombre de connaissances qui circulaient, et grâce à l'école de Pythagore, etc. Bien sûr. Et notamment, tous les intellectuels de l'époque savaient que la Terre était ronde, ça ne souffrait aucune discussion. L'idée que tout le monde croyait que la Terre était plate est une idée fausse. La démonstration est très simple à faire, que la Terre est ronde. Lorsque il y a une éclipse de lune, l'ombre de la Terre sur la Lune, donc lorsque le Soleil éclaire la Terre et que donc l'ombre de la Terre passe sur la Lune, j'espère que je suis clair, et bien c'est rond. Mais tout le temps. Si c'était plat, on le verrait un coup comme ci, un coup comme ça, un coup comme ça. Mais quel que soit l'angle dans lequel le Soleil passe vers la Terre, ce qui est projeté, c'est un rond. Enfin, c'est un disque. Donc du coup, la Terre est ronde. C'est aussi simple que ça. Donc cette démonstration, tous les Grecs qui avaient un peu réfléchi l'avaient faite, et pour eux, c'est une certitude. Et ce qu'il a fait, lui, il a perfectionné des calculs sur l'inclinaison de la Terre par rapport à son axe, et il a également déterminé la latitude de Marseille avec une précision inégalée pour l'époque, qui est encore assez remarquable, compte tenu de l'instrument qu'ils utilisaient, parce qu'ils utilisaient un gnomon. Un gnomon, ça permet de viser le Soleil et d'avoir l'angle entre la Terre et le Soleil, mais ça vous donne la latitude, mais pas la longitude. Et donc la longitude, on ne sait pas. Mais au moins sur la latitude, on sait à peu près où on est sur la Terre, dont on sait qu'elle est plate. Mais quelle était par exemple la forme de la Terre? Parce que la Terre est plate, la Terre est ronde. Mais ronde comment? Est-ce qu'elle est aplatie au bout? Est-ce qu'elle est... Voilà, il y a plusieurs hypothèses sur la forme de la Terre, donc il y avait de quoi débattre. Et quelle est la circonférence totale? Donc là aussi, il y a des calculs qui sont relativement simples à faire. Avec un bâton, à midi, vous le faites un coup dans le plus au sud possible, donc pour eux c'était au sud de l'Égypte. Vous calculez l'angle entre le Soleil et le bâton, donc on est assez proche de l'équateur, enfin proche de l'équateur. Vous faites le même calcul le plus au nord possible, et si vous connaissez la distance, enfin pas vraiment le plus au nord, mais on va dire à 1000 ou 2000 km plus au nord, et si vous connaissez la distance entre vos deux bâtons, un calcul de trigonométrie que j'aurais su faire à l'année du bac, mais que j'ai pu faire, permet de calculer assez raisonnablement la distance de la Terre au Soleil, par exemple. Enfin, tout ça, c'est effectivement, c'est Pythagore et les pythagoriciens qui ont exploré tout ça. Non, leur niveau de connaissance scientifique était beaucoup plus élevé que ce qu'on croit spontanément. On a envie de dire qu'on a tout inventé avec la Renaissance, quoi. Non, il y avait un socle scientifique tout à fait solide sur ça, parce qu'on regarde, on calcule, enfin, ils ont inventé la trigonométrie, etc. On a redécouvert. On a redécouvert. On n'avait d'ailleurs jamais complètement perdu de vue, puisque tous ces écrits des géographes grecs
ont été conservés pour la plupart grâce aux Arabes, et donc qui ont recopié les manuscrits, qui ont sauvé les manuscrits. Puis à la Renaissance, on avait des manuscrits venus donc du monde arabe ou de Byzance, et on a reconstitué les manuscrits, il y avait des fautes, mais en croisant les sources, on est arrivé à peu près à reconstituer les manuscrits d'origine. Enfin, le foyer intellectuel qu'il y avait à Athènes, suite à Pythagore et tout ça, l'a amené à pouvoir faire toutes ces études. Oui, absolument. Et quand dans les journalistes qui ne veulent pas répéter Marseille disent la cité phocéenne, on entend ça tout le temps, la cité phocéenne, mais on oublie ce que ça veut dire. Phocée, actuellement c'est en Turquie, c'est Foça, et la cité phocéenne, c'est une... Marseille était une colonie de Foça, de Phocée. Même si Phocée avait été prise par les Perses, et donc l'élite des Phocéens était venue s'installer à Marseille. Mais tout le monde dit la cité phocéenne sans réfléchir à ce que ça veut dire, au type de rapport politique et d'histoire et de lien entre la Méditerranée occidentale et la Méditerranée orientale que ça veut dire. Non, on dit la cité phocéenne, le club phocéen quand on parle de l'OM. Il y a tout ça, on traîne ces 25 siècles d'histoire. On n'est pas obligé d'en être conscient, mais si on est conscient, c'est plus intéressant. En tout cas, tu as très bien réhabilité ce premier explorateur polaire, parce qu'on peut dire que c'est le premier quand même. Le premier dont on ait la trace. Ouais. Parce que, si ça se trouve, il y en a eu d'autres. Mais s'ils sont morts là-bas et qu'ils ne sont pas revenus, on ne sait pas. On ne saura jamais. Mais le premier qui ait laissé une trace dans l'histoire et qui est allé là-bas, et le premier dont l'expédition dont le voyage n'avait pour finalité, grosso modo, que la découverte. L'exploration. Ouais. Parce que s'il avait été un simple négociant, il trouve l'Islande, il fait un tour d'Islande, il n'y a rien à bouffer, rien à gratter, demi-tour, on plie les Gaules. Lui, c'est un échec, son voyage en Islande, d'un point de vue commercial, mais il va quand même plus loin. Alors que, visiblement, il n'y a rien derrière, il veut quand même aller voir derrière. Ouais, un vrai explorateur. Voilà. Donc le premier explorateur polaire. Voilà. Moi, j'ai peut-être une dernière question. Oui. Il y avait un trafic commercial avec la Chine, on en avait parlé. Les routes de la soie. Oui. Et je ne sais pas si c'est à cette époque-là qu'il y avait ce fameux navigateur chinois. Il y a eu un film, un reportage exceptionnel sur lui, et qui est allé quasiment jusqu'au sud de l'Afrique. Jusqu'au sud de l'Afrique. Avec une centaine de jonques. L'amiral, je ne sais plus comment, chinois. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'était à cette époque-là? Non, c'est un peu plus tard. Enfin, je pose une colle, mais je crois que c'est plutôt 2 ou 3 siècles après Jésus-Christ. Le chinois, oui. Le chinois est plus tard. Donc les articles chinois, la porcelaine, tout ça, ça venait par les routes de la soie. Ah oui, puis de toute façon l'expédition chinoise n'était pas une expédition commerciale, et on n'a pas très bien compris à quoi ça servait, puisqu'elle n'a pas eu de démonstration de force, mais qui a servi à rien. Pas eu d'échange. Les Chinois ne sont revenus en Afrique que de nos jours, donc ça servait à rien. Bref. Je ne voudrais pas m'aventurer sur... C'est que vous avez inventé, c'est une réalité. Le fait que bien sûr qu'il y ait des échanges entre l'extrême-orient et l'Occident, ça n'a pas commencé avec Marco Polo. Il y a eu chaque époque avait un contexte géopolitique différent. Il fallait qu'il y ait pas de révolution, de guerre, de trucs et de machin. Mais bien sûr, de tout temps, les hommes ont commercé, et les Chinois avaient notamment sur la porcelaine un savoir-faire inégalé, et donc c'était extrêmement précieux. Et de l'autre côté, je ne sais pas très bien ce qu'on leur envoyait, peut-être de l'or, bref, il y avait des échanges dans les deux sens, même si probablement c'était en plusieurs tronçons, et qu'aucun homme ne faisait ce qu'a fait Marco Polo, de faire l'aller-retour complet dans une même vie. Mais c'est pas des hommes dont on parle, c'est des marchandises. Donc vous les mettez sur un bateau qui va jusqu'en Turquie, je prends les noms actuels. Ensuite vous les mettez sur un cheval, ça va jusqu'en Iran. Vous le mettez sur un chameau, vous traversez l'Afghanistan, etc., etc. Même si ça met 30 ans, c'est pas grave. Du moment qu'il y a de la valeur ajoutée qui permet de financer le truc. Alors je pense que ça ne mettait pas 30 ans, je pense qu'en 3 ou 4 ans, même pas, les produits, c'est économiquement plus rentable d'aller plus vite,
Et donc, il n'y avait pas d'objection fondamentale à ce qu'il y ait une espèce de première mondialisation à cette époque-là. Déjà. Encore une fois, moi ce qui m'impressionne, c'est Reykjavik, Alexandrie, Bagdad. Tout ça en une vie, quoi. Et Riga, quoi. À la rame. Et à la rame et à la voile. Les bateaux avançaient à la rame et à la voile selon le contexte. Ouais. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Et puis François est à votre disposition pour dédicacer des livres. Merci beaucoup. Qui paraît aujourd'hui. Oui, qui paraît aujourd'hui. Merci. Très beau. Bonne soirée. Merci. Merci. Moi j'applaudis. Parce que c'était bien.